Ce qu'on appelle le progressisme est bien souvent écœurant par l'optimisme béat et angélique qui le sous-tend. Ayant l'impression que les immenses achèvements obtenus par la civilisation sont un don du ciel en quelque sorte, le progressisme en vient à croire que le bonheur se produira tout seul et pour tout le monde dans un avenir prochain. Or, les optimistes de cette sorte sont, en politique, des êtres inconstants, voire dangereux, car ils ne se rendent pas compte des immenses difficultés que comportent leurs rêves et leurs projets. Et c'est pourquoi la violence est bien souvent contiguë à l'humanitarisme le plus généreux, car le moindre obstacle lui paraît une aberration à éradiquer au plus vite. Il s'agit donc de revaloriser à l'inverse un sain pessimisme qui prenne en compte la fragilité des choses humaines, en vue paradoxalement d'une action qui ait du sens et de l'avenir. Et c'est pourquoi nous nous pencherons aujourd'hui sur la pensée plus que jamais vivante de Georges Sorel. Georges Sorel est un des premiers auteurs dont j'ai parlé sur ma chaîne à mes débuts. Il s'agit en effet d'un penseur qui m'accompagne depuis de nombreuses années déjà dans mes réflexions, un penseur fort riche, paradoxal, contradictoire même parfois, que je délaisse et que je reprends depuis des années. Et à chaque fois que je me replonge dans son œuvre, je découvre de nouveaux aspects de sa pensée qui m'interrogent et qui me font reconsidérer certaines choses. La lecture de Sorel peut avoir quelque chose de frustrant pour des lecteurs pressés qui cherchent avant tout à se mettre à l'école d'un seul auteur en particulier, et quel que soit leur bord politique d'ailleurs, les maurassiens, les marxistes, les thomistes, les hegéliens, les nietzschéens, etc. Or, je suis assez tenté de penser avec Sorel que les disciples exercent bien souvent une influence assez négative sur la pensée et surtout sur la postérité de celui qu'ils nomment leur maître. Or, Sorel, lui, n'a jamais cherché à faire école. Il n'a jamais tenté de présenter un exposé systématique de sa pensée. Ce qui lui importait bien davantage, c'était d'éveiller ses lecteurs, de provoquer en eux l'esprit d'invention, et pas de leur faire répéter des formules qui asservissent la pensée dans des disputes d'école. Et ce qui m'a donné envie de me replonger dans son œuvre, c'est la récente parution à la Nouvelle Librairie de 2 livres le concernant. Tout d'abord, la parution d'une biographie intellectuelle, Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, écrite par Rodolphe Carte, ainsi que la republication de ses Réflexions sur la violence. Et en relisant ce dernier livre, les Réflexions sur la violence, qu'on peut considérer vraiment comme une de ses œuvres majeures, c'est la conception pessimiste du monde sur laquelle repose cet ouvrage qui m'a particulièrement frappé. Ce qui peut surprendre après tout quand on pense que Sorel est l'auteur d'une théorie du mythe politique, à propos duquel j'avais parlé dans ma première vidéo à son sujet. Or, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que le pessimisme sorélien est revigorant et tonique. Quand il fait l'apologie du pessimisme, ce n'est pas en raison d'un quelconque esprit défaitiste ou démoralisant, mais en raison d'un esprit de lucidité qui constitue pour lui une sorte d'impératif catégorique. Et je crois que le pessimisme est sans doute non seulement une des meilleures clés d'accès à l'œuvre de Sorel, ce que je vais essayer de vous montrer ici, mais qu'il peut aussi constituer, aujourd'hui encore, une force motrice pour un combat de reconquête et de libération. Cette vidéo n'a donc pas tellement pour ambition de vous présenter une nouvelle théorie politique en tant que telle, mais de vous proposer, avec Georges Sorel, une réflexion sur quelques présupposés de toute action, c'est-à-dire les conditions morales d'une régénération politique et sociale. Sorel étant un penseur politique de premier plan, probablement le plus grand théoricien politique français depuis la fin du XIXe siècle, selon Julien Freund lui-même, j'ai décidé de lui consacrer plusieurs vidéos sur ma chaîne. En plus de cette vidéo-ci, j'aurai donc le plaisir de vous proposer très prochainement un entretien avec Rodolphe Carte, qui est l'auteur de ce livre fort bien fait sur Sorel et qui revient sur sa vie, sur sa pensée et sur son œuvre. Et sur mon espace privé, je lui ai consacré une autre vidéo sur un de ses grands ouvrages, à savoir Les illusions du progrès. Il s'agit d'un livre qui a pour but de retracer la généalogie intellectuelle et sociale des idées ayant façonné la France contemporaine, à savoir la généalogie de l'idéologie du progrès. Il s'agit d'un livre vraiment fondamental qui nous installe dans le temps long
Et c'est pourquoi j'ai décidé de prendre le temps dans cette vidéo d'examiner en détail tous les développements que fait Sorel et de retracer cette longue histoire intellectuelle qui part de la fameuse querelle des anciens et des modernes à la fin du XVIIe siècle aux diverses théories du progrès du XIXe siècle, en passant par l'influence du cartésianisme et la critique de Pascal, aux écrits de Turgot, à la monarchie centralisatrice, à l'ascension de la bourgeoisie économique, etc. Il s'agit d'une vidéo très conséquente qui dure 1h30 environ et qui aborde énormément de sujets très importants. Si cela vous intéresse de découvrir cette vidéo ainsi que l'ensemble des vidéos que j'ai déjà réalisées sur mon espace privé, un lien se trouvera en description de cette vidéo-ci. Mais revenons donc maintenant à la pensée de Sorel à proprement parler. Comme vous le savez certainement, Sorel fut indubitablement un auteur incroyablement complexe, qu'on a pu qualifier tour à tour de conservateur, de marxiste, de nationaliste, voire de bolchevique à la fin de sa vie. Cela témoigne en effet de ce refus d'esprit de système dont je viens de vous parler. Toutefois, qu'il ait eu des influences aussi fortes et diverses que Marx, Proudhon, Ernest Renan, Frédéric Leplay, Bergson, Giambattista Vico ou Tocqueville, ne signifie pas que sa pensée virevoltait au gré du vent sans aucune assise solide. Car à la base de toute pensée authentique, il y a d'abord un tempérament et un corps. Or, s'il eut un homme au tempérament bien trempé, ce fut Georges Sorel. Pour le découvrir, je vous invite d'ailleurs à découvrir les propos de Sorel recueillis par Jean Variot, qui constitue une lecture extrêmement intéressante. Quand on s'intéresse à sa personnalité et à sa vie, on découvre un homme de cette vieille France que Péguy a maintes fois magnifié dans ses œuvres. Un homme aux mœurs austères, profondément pénétré par une conception éthique de la vie. Il y a en effet chez lui du moraliste dans le meilleur sens du terme. Et s'il fut une figure importante du socialisme français, comme disciple à la fois de Proudhon et de Marx, je ne suis pas bien sûr qu'on puisse réellement le qualifier d'homme de gauche. Car en effet, si la gauche est, d'un point de vue eschatologique et métaphysique, l'expression de l'utopie égalitaire, la gauche s'est constituée politiquement comme force, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de la rencontre entre l'idée de progrès, telle qu'elle avait été formulée au XVIIIe siècle, notamment par quelqu'un comme Condorcet, et la rencontre donc de l'idée de progrès et de l'idée de justice, qu'on retrouve par exemple dans l'œuvre de Proudhon. Or, si Sorel est profondément imprégné par cet idéal de justice, dont il retrouve l'expression la plus haute et la plus achevée, selon lui, dans l'œuvre de Proudhon, et dont il s'inspire également chez les philosophes de l'Antiquité, Sorel était en revanche un très grand critique des illusions du progrès, selon le titre du livre dont je parle dans ma vidéo privée, un grand critique des illusions du progrès et même de l'optimisme des Lumières en général. Car Sorel a personnellement toujours combattu cette confusion entre le camp socialiste et le camp progressiste, si je puis l'appeler ainsi, même si le terme est évidemment anachronique. À raison, selon moi, Sorel estimait que ces deux idées, que sont la justice sociale et le progrès, ne se confondent pas l'une avec l'autre. Ces deux idées n'ont pas la même finalité, elles n'ont pas la même origine intellectuelle et sociale, et avant de se rejoindre temporairement, ces deux idées menaient une existence indépendante. L'idée de progrès d'un côté et la sécularisation de la conception linéaire de l'histoire biblique, orientée dans un sens donné, et comme Sorel le montre très habilement, cette conception de l'histoire s'est imposée comme justification sociale et politique vers les XVIIe et XVIIIe siècles au sein de la bourgeoisie économique montante, alors que l'idée de justice, elle, de l'autre côté, remonte tout d'abord à la conception classique de la justice, sum cuique tribuere, rendre à chacun ce qui lui est dû, et résulte ensuite, bien sûr, plus fortement encore, de la misère et de l'exploitation sociale que la révolution industrielle a créée dans les classes populaires, misère que cette même bourgeoisie libérale n'a cessé d'encourager. Retenant de Marx cette méthode consistant à analyser la naissance de nouvelles idées ou de nouveaux courants à partir des conditions matérielles d'existence d'une classe donnée, Sorel décrit ainsi l'émergence de cette idée de progrès. Cette idée prit tout son développement en passant dans une bourgeoisie qui ne cessait d'acquérir richesse, pouvoir et honneur. La doctrine du progrès de l'humanité traduisait le mouvement de la classe bourgeoise et exprimait d'une manière dissimulée son ambition de tout dominer. Or, les idées dominantes n'étant jamais que les idées de la classe dominante, disait Marx, la théorie du progrès a été reçue comme un dogme à l'époque où la bourgeoisie était la classe conquérante.
Et il se fait que le socialisme lui-même, entendu au sens où je viens de le définir comme doctrine visant à défendre la justice sociale, il se fait que le socialisme lui-même s'est peu à peu inféodé à cette pensée progressiste, soit en subordonnant de plus en plus le socialisme au progressisme et à l'humanitarisme abstrait, comme on l'a vu dans les démocraties occidentales, soit en retirant du progressisme son optimisme et en produisant un socialisme dogmatique, se voyant lui-même comme l'aboutissement nécessaire et historique du développement des forces productives, comme on l'a vu dans les républiques de l'Est. Pressentant bien le danger de cette confusion, Sorel a tenu à montrer que le socialisme authentique, selon lui, n'avait rien à voir avec l'idéologie du progrès, et qu'il devait même se défaire de toute prétention à la nécessité historique s'il ne voulait pas dégénérer. Et en effet, pour Sorel, la partie faible du socialisme était sa dimension morale. Alors, le terme de morale n'est guère aimé de nos jours, à gauche comme à droite d'ailleurs. D'un côté, on conspue la morale pour ce qu'elle a de réactionnaire et d'étroit, et de l'autre, on se gausse avec Nietzsche de ce qu'il appelait la moraline, c'est-à-dire cette tendance à saupoudrer tout discours politique d'un discours moralisateur servant à se donner bonne conscience. Mais Sorel n'entendait guère défendre cette exigence morale d'un point de vue vertuiste, comme dirait son ami Pareto, Vilfredo Pareto. La morale, à ses yeux, n'est pas une affaire de niaiserie, de sentiment de culpabilité humanitariste, ni de pleurnicherie sur les malheurs du monde. Ce qui l'intéresse dans la morale, dans les mœurs même, c'est la force qu'elle imprime dans les actes et qui s'exprime dans le caractère individuel. Car il faut de la force, en effet, pour ne pas succomber à l'affaissement naturel de toute chose. Or, cette conception de la morale s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler le pessimisme de Sorel. Et en effet, le phénomène du déclin, de la décadence, n'a jamais cessé d'obséder Sorel toute sa vie durant. Et avec Julien Freud, on pourrait même considérer que ses principales œuvres, au fond, s'occupent avant tout de la question de la décadence. Le système historique de Renan, par exemple, s'intéresse à la décadence du judaïsme antique et à l'ascension du christianisme. Le procès de Socrate, s'intéresse au déclin du monde grec. La ruine du monde antique s'attaque au problème de la décadence de Rome. Les illusions du progrès, qui parlent de l'ascension de la bourgeoisie, traitent aussi, par voie de conséquence, du déclin de l'ancienne noblesse française. Et les réflexions sur la violence ainsi que la décomposition du marxisme s'attaquent aux problèmes plus modernes de la dégénérescence de la social-démocratie bourgeoise. Mais pourquoi une telle insistance sur ce phénomène de la dégénérescence et de la décadence, me demanderez-vous ? Parce que pour Sorel, le mouvement naturel du monde est la dégradation, l'affaissement. Et que pour maintenir la forme, la grandeur, la culture, il faut un effort perpétuel, une tension qui ne s'apaise jamais. Ce pessimisme sorélien repose sur une théorie philosophique assez élaborée, dont on retrouve d'ailleurs plusieurs échos à la même époque chez plusieurs de ses contemporains, comme Charles Maurras par exemple, qui disait magnifiquement ceci, un passage que je voudrais vous citer pour illustrer mon propos. « La mort seule admet, comprend, tolère, concilie tous les mouvements, dénoue tous les liens, brise toutes les chaînes, en un mot, affranchit de toute suggestion et détermination qui forment la trame essentielle de chaque vie, mais qui se resserre et se complique dans la mesure de l'élévation et de la dignité de chaque vivant. » Le pessimisme de Sorel veut donc éveiller les consciences de la menace qui pèse sur toute grandeur. Tout ce qui est grand dans le monde doit être conquis, et tout ce qui est acquis doit être maintenu par un effort constant. La grandeur et la culture ne sont pas dans le courant naturel de l'évolution. Nous sommes, avec notre œuvre, dans un courant qui coule contre nous. Et il suffit d'un peu de lassitude, d'un peu de relâchement dans la tension pour qu'il nous emporte. Mais je vous parle de grande culture, et j'imagine que vous comprenez ce que cela signifie en pensant au maintien d'un pays, d'un empire, de grandes œuvres d'art. Mais ce n'est pas tout. Même la dignité la plus simple de l'existence, le simple héroïsme du quotidien, nécessite un très grand effort, rempli de passion. Ce terme de passion est très intéressant par ailleurs, car il dit bien les choses. Le mot « passion » vient du latin qui signifie « supporter une souffrance ». Or, pour Sorel, la douleur est la manifestation originelle de la vie. Dans la douleur, nous ressentons immédiatement le lien avec le monde matériel. Le plaisir, lui, vient libérer l'homme de l'emprise terrestre. Le plaisir fuit les nécessités de l'existence terrestre, dont la plus évidente est le travail pour l'existence. Bien sûr, en disant cela, je ne veux pas dire que pour Sorel, le plaisir est mauvais en soi, ni qu'il faille s'astreindre à une morale doloriste.
Mais le plaisir contient un danger, il contient le germe de la mort en quelque sorte. Car dans le plaisir, l'homme baisse sa garde et oublie la résistance qui est nécessaire au bon maintien de son existence. Et c'est pourquoi l'éthique pénétrait sa conception du socialisme tout entier, et c'est pourquoi Sorel s'opposait à des figures bien en vue du socialisme du siècle passé, comme Jean Jaurès par exemple. Le socialisme n'était pas pour lui une école du bonheur, mais une conduite de la vie, une manière de retrouver le sens de l'honneur, de la noblesse d'âme, de l'héroïsme et du sublime dans une lutte pour la dignité. Et pour que le socialisme acquiert toute cette dimension, estimait-il, il devait en finir avec l'optimisme des progressistes modernes. Car à la manière de José Ortega y Gasset, il voyait bien que les immenses succès matériels obtenus rapidement par la civilisation moderne ont fait croire à tous que le bonheur se produirait tout seul, et qu'ainsi donc, par le développement des forces économiques, tout le monde était poussé en quelque sorte dans la voie de l'optimisme. Or, mettait-il en garde, l'optimiste est, en politique, un homme inconstant ou même dangereux, parce qu'il ne se rend pas compte des grandes difficultés que présentent ses projets. Ceux-ci lui semblent posséder une force propre, conduisant à leur réalisation d'autant plus facilement qu'ils sont destinés, dans son esprit, à produire plus d'heureux. Étant disposé à croire que tout va pour le mieux, ou que tout ira pour le mieux, l'optimiste, en politique, s'illusionne sur la situation concrète du pays et pense simplement que les réformes qu'il mettra en œuvre suffiront à l'améliorer. Toutefois, note Sorel, l'optimiste passe avec une remarquable facilité du pacifisme social le plus ridicule à la colère révolutionnaire la plus sanglante, et vice-versa. S'il est d'un tempérament exalté, et si, par malheur, dit Sorel, il se trouve armé d'un grand pouvoir, lui permettant de réaliser un idéal qu'il s'est forgé, l'optimiste peut conduire son pays aux pires catastrophes. Il ne tarde pas à reconnaître, en effet, que les transformations sociales ne se réalisent point avec la facilité qu'il avait escomptée. Il s'en prend de ses déboires à ses contemporains, au lieu d'expliquer la marche des choses par les nécessités historiques. Il est tenté de faire disparaître les gens dont la mauvaise volonté lui semble dangereuse pour le bonheur de tous. Pendant la Terreur, les hommes qui versèrent le plus de sang furent ceux qui avaient le plus vif désir de faire jouir leurs semblables de l'âge d'or qu'ils avaient rêvé, et qui avaient le plus de sympathie pour les misères humaines. Optimistes, idéalistes et sensibles, ils se montraient d'autant plus inexorables qu'ils avaient une plus grande soif du bonheur universel. Ce passage permet aussi de lever une équivoque sur Sorel. En tant qu'auteur des Réflexions sur la violence, on a souvent fait de lui l'apologète de la violence pour la violence, comme s'il s'y complaisait. Si Sorel valorisait en effet les bienfaits moraux de la lutte, et je vous en dirai un mot dans quelques instants, il avait en horreur en revanche le fanatisme sanglant des révolutionnaires français de 1789. Pour autant, il ne faut pas croire que le pessimisme de Sorel soit simplement ce qu'il nomme un optimisme désabusé. C'est en effet à cause de cette confusion que nous nous faisons du pessimisme une mauvaise idée, note-t-il. Nous nommons bien à tort pessimistes des optimistes désabusés, écrit-il. Lorsque nous rencontrons un homme qui, ayant été malheureux dans ses entreprises, déçu dans ses ambitions les plus justifiées, humilié dans ses amours, exprime ses douleurs sous la forme d'une révolte violente contre la mauvaise foi de ses associés, la sottise sociale ou l'aveuglement de la destinée, nous sommes disposés à le regarder comme un pessimiste, tandis qu'il faut presque toujours voir en lui un optimiste écœuré, qui n'a pas eu le courage de changer l'orientation de sa pensée, et qui ne peut s'expliquer pourquoi tant de malheurs lui arrivent, contrairement à l'ordre général qui règle la genèse du bonheur. Le pessimisme dont parle Sorel, à l'inverse, est bien autre chose que la caricature des poètes romantiques poitrinaires du XIXe siècle qui pleuraient sur leur propre sort. Il s'agit, dit Sorel, d'une métaphysique des mœurs, bien plutôt que d'une théorie du monde. Et Sorel définit ce pessimisme par 3 aspects. Le premier aspect, j'en ai déjà parlé, est lié à la conscience que nous avons des misères qui menacent constamment l'homme. Comme l'écrit Sorel, il y a peu de personnes devant lesquelles une bonne chance ne se soit pas présentée au moins une fois, mais nous sommes entourés de forces malfaisantes qui sont toujours prêtes à sortir d'une embuscade pour se précipiter sur nous et nous terrasser. Le second aspect du pessimisme est lié à la conscience que nous avons des nécessités en tout genre qui nous déterminent et qui ne sont pas prêtes de disparaître. C'est pourquoi, écrit-il, il serait donc absurde, quand on admet cette théorie, de faire supporter à quelques hommes néfastes la responsabilité des maux dont souffre la société. Le pessimiste n'a point les folies sanguinaires de l'optimiste affolé par les résistances imprévues que rencontrent ses projets. Il ne songe point à faire le bonheur des générations futures en égorgeant les égoïstes actuels. Mais le troisième aspect du pessimisme, et le plus fécond aux yeux de Sorel, est la manière de concevoir la marche vers la délivrance.
En effet, le pessimisme ne se limite pas à l'acceptation résignée des malheurs du monde, qui serait plutôt le propre de l'optimiste déçu. En effet, dit-il, le pessimiste n'irait pas loin dans l'examen, soit des lois de sa misère, soit de la fatalité, s'il n'avait l'espérance d'en venir à bout. Pour illustrer cette idée, Sorel se reporte à l'exemple des premiers chrétiens et de la théologie du péché originel. Comme chacun sait, la théologie catholique s'appuie sur une anthropologie pessimiste qu'elle justifie au moyen du dogme du péché originel. Mais, dit Sorel, les chrétiens n'eussent pas tant raisonné sur le péché originel s'ils n'avaient senti la nécessité de justifier la délivrance par la mort du Christ. Et c'est ainsi que, par cette conception du pessimisme, nous sommes amenés à rejoindre son idée bien connue du mythe en politique. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet pour plus d'informations. En effet, cette marche vers la délivrance des premiers chrétiens était mise en branle par une image, par un mythe, à savoir le mythe du retour glorieux du Christ. A l'inverse, l'optimiste, lui, mène son action au nom d'une utopie forgée par sa raison. Et en effet, l'opposition pessimiste-optimiste rejoint, dans la pensée de Sorel, l'opposition entre les vitalistes et les rationalistes ou les intellectualistes. Comme cela, la différence entre les deux peut paraître au fond anodine, mais il n'en est vraiment rien. La grande caractéristique de l'utopie et d'un projet politique dit rationaliste, c'est qu'ils sont totalisants. L'utopie, comme construction intellectuelle abstraite, ne laisse pas la place à l'altérité et cherche à occulter, voire à annihiler toute conflictualité dans le corps social et politique. L'utopie étant par définition ce qu'il y a de mieux, elle ne tolère que l'alternance dans le même, mais pas l'alternative. Or, tel est précisément ce que Georges Sorel reprochait de son point de vue à la social-démocratie du début du XXe siècle. Comme on le disait à l'époque, et comme on le vante aujourd'hui encore, la démocratie est le mode de résolution pacifique des antagonismes politiques. Mais ce faisant, l'utopie démocratique délégitime toute conflictualité qui viendrait bouleverser sa légalité, mais surtout, dit Sorel de façon surprenante, elle est un facteur de dissolution des mœurs à cause de l'humanitarisme dont elle se réclame. Au nom du refus du conflit, elle amollit en vérité les esprits, dégrade le sentiment de noblesse et de courage, et en arrive à démoraliser les êtres. La critique a de quoi surprendre. En général, le camp de la droite classique, hostile à la démocratie, surtout à la même époque avec quelqu'un comme Maurras par exemple, critiquait la démocratie moderne comme étant le règne du nombre et comme étant incapable de défendre le pays en cas de crise ou d'invasion. Mais critiquer la démocratie au nom du fait qu'elle pacifierait les âmes et de ce fait provoquerait une sorte de servitude spirituelle chez ses citoyens, là c'est plus surprenant. Pour le comprendre, reprenons le fil de notre réflexion. Pour Sorel, l'homme ne vaut que par l'effort et la lutte. Et c'est pourquoi le thème de la lutte des classes, mis en lumière par Marx, l'avait tant intéressé. La lutte des classes, la conflictualité sociale, lui apparaissait comme l'occasion vivante de surmonter la décomposition de l'éthique bourgeoise et de renouer avec les traditions de l'héroïsme, de la générosité et des formes chevaleresques d'autrefois. Car en effet, écrit-il, les hautes convictions morales ne dépendent point des raisonnements ou d'une éducation de la volonté individuelle, elles dépendent d'un état de guerre auquel les hommes acceptent de participer et qui se traduit en mythes précis. Dans les pays catholiques, les moines soutiennent le combat contre le prince du mal qui triomphe dans le monde et voudrait les soumettre à ses volontés. Dans les pays protestants, de petites sectes exaltées jouent le rôle des monastères. Et même, continuait Sorel, qui n'était pourtant pas chrétien, ce sont ces champs de bataille qui permettent à la morale chrétienne de se maintenir avec ce caractère de sublime qui fascine tant d'âmes encore aujourd'hui et lui donne assez de lustre pour entraîner dans la société quelques pâles imitations. Mais la décadence actuelle de l'Église catholique est un bon objet de comparaison pour comprendre la critique de Sorel. Tant que l'Église catholique assumait le rapport de force, et même qu'elle était en guerre littéralement avec le monde moderne, elle conservait une aura forte dans la société. Elle conservait un pôle d'attraction et suscitait de fortes vocations. Malgré l'anticléricalisme des 19e et 20e siècles, le monde catholique a encore connu de très grandes figures, de très grands penseurs ou même de saints emblématiques auxquels les catholiques d'aujourd'hui se réfèrent encore. Mais quand l'Église s'est mise à prêcher elle aussi l'humanitarisme, le pacifisme, les droits de l'homme et la réconciliation avec le monde moderne, sa force morale s'est affaissée par la même occasion. Il ne s'agit pas ici de dire que l'antimodernisme de l'Église est bien ou mal, il s'agit simplement de constater objectivement que le combat, la tension que procure le fait d'avoir des ennemis, conduisait les fidèles à vivre plus intensément leur foi. Et on peut le constater aujourd'hui encore en voyant que la foi des croyants persécutés dans le monde
et plus vive que celle de ceux vivant en harmonie avec le monde. Or, il en va de même pour tout le monde social en général. C'est sur le conflit que se fonde le sentiment moral. Et la morale, dit Sorel, est toujours subordonnée à l'idée du sublime. Sans vision ou croyance grandiose qui mérite que l'on se batte pour elle, le caractère des hommes s'affaisse dans la mesquinerie et l'individualisme. Car rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion, disait Hegel, ou sans chimère, disait Renan. Or, tel est précisément ce que Sorel nomme la décadence. La décadence signifie pour lui le règne de la médiocrité. Il ne s'agit pas d'un état éternel et interminable. L'humanité entre occasionnellement dans la décadence, et elle n'en sort qu'au moyen d'un mouvement puissant qui donne aux hommes l'occasion de se dépasser et de s'élever à nouveau au sublime. Or, la social-démocratie moderne est un régime décadent à ses yeux parce qu'elle flatte la tendance à la médiocrité, en brisant les élans de l'homme et en le détournant des actions sublimes. Peu de temps avant sa mort, le grand Ernest Renan était lui aussi fort préoccupé de l'avenir moral du monde. Et je voudrais citer ici quelques passages de sa plume, au vu de l'importance qu'il a eue sur la pensée de Sorel. Il n'y a en effet presque aucun texte de Sorel, je le dis en passant, qui ne comporte une citation de Renan. Renan disait donc ceci. « Les valeurs morales baissent, cela est sûr. Le sacrifice disparaît presque. On voit venir le jour où tout sera syndiqué, où l'égoïsme organisé remplacera l'amour et le dévouement. Il y aura d'étranges tiraillements. Les deux choses qui jusqu'ici ont seules résisté à la chute du respect, l'armée et l'Église, seront bientôt entraînées par le torrent général. » Et plus loin, il note, lui qui n'était pourtant pas connu pour être croyant, un immense abaissement moral, et peut-être intellectuel, suivrait le jour où la religion disparaîtrait du monde. Nous pouvons nous passer de religion, parce que d'autres en ont pour nous. Ceux qui ne croient pas sont entraînés par la masse plus ou moins croyante. Mais le jour où la masse n'aurait plus d'élan, les braves eux-mêmes iraient mollement à l'assaut. C'est en effet l'absence de sublime à l'horizon qui faisait peur à Renan. Et c'est pourquoi il posera cette question angoissée, peu avant sa mort. Les personnes religieuses vivent du nombre, nous vivons de l'ombre du nombre, de quoi vivra-t-on après nous? De quoi vivra-t-on après nous? Voilà la grande question que Renan nous a posée et à laquelle la bourgeoisie ne pourra plus répondre selon Sorel, car, écrit-il, le sublime est mort dans la bourgeoisie et celle-ci est donc condamnée à ne plus avoir de morale. Il s'agit en effet d'un problème qui a tourmenté maints penseurs à la même époque, à commencer par Nietzsche, dont on connaît la fameuse distinction entre la morale des maîtres et la morale des esclaves. Au moment où l'ancienne morale s'affaisse dans la médiocrité bourgeoise, il en appelait à créer de nouvelles valeurs en vue d'opérer une transmutation de la morale. Mais cette approche restait encore trop solitaire et intellectuelle pour Sorel, qui préférera s'investir dans le combat social, estimant que c'est dans le combat révolutionnaire lui-même que les caractères pourront être retrempés dans de nouvelles valeurs éthiques. Bien sûr, il est évident que les catégories que Sorel invoque dans ses textes sont marquées par le contexte politique et social de son temps, l'opposition qu'il dresse entre la bourgeoisie et le prolétariat, entre le socialisme parlementaire et le syndicalisme révolutionnaire ne sont plus tout à fait les nôtres aujourd'hui, même si, il est vrai, la question sociale revient en force plus que jamais aujourd'hui, comme on a pu le voir récemment en France avec les épisodes des Gilets jaunes ou de la réforme des retraites. Mais il y a, quoi qu'il en soit, de grandes leçons à retenir de son enseignement, à commencer par la dimension morale et sacrificielle de tout combat politique. Car en effet, militer, ce n'est pas passer des heures sur des réseaux sociaux sous pseudonyme à se perdre dans des débats sans fin. Alors que la situation est particulièrement critique aujourd'hui, combien d'entre nous sommes encore capables de sacrifices, même minimes, comme de participer ne fût-ce qu'à un boycott par refus moral? Toute limite, tout sacrifice, tout effort, quel que soit le bord d'ailleurs, est aujourd'hui vécu comme une insupportable atteinte à notre confort et à nos droits personnels. Or, on n'arrivera jamais à rien politiquement si nous ne vivons pas nos principes éthiques. Dans son livre, Sorel établissait une comparaison, somme toute assez classique, entre les soldats des guerres révolutionnaires et les militants du syndicalisme révolutionnaire. Le militant, comme le soldat qui participe à la guerre, ne reçoivent pas immédiatement la récompense de leur sacrifice. C'est dans l'ombre et le silence que se développent bien souvent les grandes œuvres. Or, c'est de l'absence de sublime et de grandeur que dérive le besoin de jouissance immédiate. Et c'est pourquoi, en plus de la comparaison avec le soldat, Sorel fait une comparaison que je trouve plus intéressante encore. Il prend l'exemple des tailleurs de pierre des cathédrales qui ont produit des chefs-d'œuvre merveilleux que nous admirons aujourd'hui encore,
et dont nous ne connaissons pourtant pas les noms. On a souvent signalé la pauvreté des renseignements que nous possédons sur les grands artistes gothiques, écrit Sorel. Parmi les tailleurs de pierre qui sculptaient les images des cathédrales, il y avait des hommes d'un talent supérieur qui semblent être demeurés toujours confondus dans la masse des compagnons. Ils ne produisaient pas moins des chefs-d'œuvre. Cet effort vers le mieux qui se manifeste, en dépit de l'absence de toute récompense personnelle, immédiate et proportionnelle, constitue la vertu secrète qui assure le progrès continu dans le monde. Que deviendrait l'industrie moderne s'il ne se trouvait d'inventeurs que pour des choses qui doivent leur procurer une rémunération à peu près certaine? Ainsi, vous l'aurez compris, je l'espère, le pessimisme dont Sorel fait l'éloge n'est pas un défaitisme ni un désengagement face aux horreurs du monde. Il constitue au contraire la prise de conscience nécessaire devant les difficultés qui se dressent devant nous. Car il ne suffit pas de belles théories pour réorienter la route de l'histoire, encore faut-il avoir le caractère suffisamment fort pour se confronter à la réalité. Or, à cet égard, Sorel est un incroyable fortifiant en cette époque tiède, car son œuvre tout entière est à mon sens un immense éloge de la radicalité, à commencer par la radicalité intellectuelle. La radicalité fait peur de nos jours, j'en ai bien conscience. On l'associe presque inévitablement avec la violence gratuite ou le fanatisme. Mais c'est confondre un peu vite pensée radicale et pensée extrémiste. Là où la pensée extrémiste se révèle bien souvent une caricature, et parfois même une caricature d'une idée bonne au départ, la pensée radicale, elle, est la pensée qui va à la racine des choses. Or, vu sous cet angle, je serais tenté de dire qu'il n'y a de pensée que radicale, qu'il n'y a de pensée que lorsque l'esprit accepte de se confronter à ce qui va de soi, quitte à aller contre le consensus pour aller plus loin. Mais ce faisant, la pensée doit accepter la part de polémique qu'elle risque de déclencher. Et c'est pourquoi, à une époque qui se plaît à vanter sans cesse les vertus du compromis, du consensus et de la modération, il me paraît intéressant de prendre appui sur la pensée vitaliste et polémique de Georges Sorel. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo pour aider au référencement et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite, car j'ai beaucoup de projets pour cette chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais faire un petit conseil de lecture, vous donner quelques recommandations au cas où, comme je l'espère, cette vidéo vous aurait donné envie de découvrir plus en détail la pensée de Sorel et de l'approfondir de votre côté. Alors tout d'abord, comme introduction à la pensée de Sorel, je vous conseille en particulier le livre de Rodolphe Carte, paru récemment à la Nouvelle Librairie dans la collection Les idées à l'endroit, Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur. Il s'agit d'un petit livre qui est vraiment très bien fait, qui fait environ 200 pages, et dans lequel l'auteur revient sur l'homme Sorel, donc sur sa personnalité, ses origines familiales, sur ses maîtres principaux, donc ses principales influences que sont Proudhon, Marx ou Bergson en particulier. L'auteur revient également sur les principales thèses de la pensée de Georges Sorel, donc la pensée du mythe politique ou encore la dimension morale de sa pensée que j'ai déjà esquissée dans cette vidéo, mais il revient également sur la figure de la bourgeoisie dans la pensée de Sorel, la figure de la bourgeoisie comme l'ennemi principal. Il aborde également des sujets dont on parle généralement assez peu, comme son rapport à l'art ou alors sa vision du christianisme et bien d'autres choses. Et Rodolphe Carte parle également de l'époque dans laquelle l'œuvre de Sorel est née, donc il revient sur l'affaire Dreyfus, sur sa relation avec Péguy, sur ses liens avec l'Italie, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses assez intéressantes, et pour découvrir la pensée de Sorel, eh bien, je pense que ce livre constitue une très bonne introduction en français. Il y en a peu, je trouve, des introductions qui rendent la pensée de Sorel relativement claire, car elle peut être assez fouillée et assez foisonnante, donc il est bien d'avoir ce genre de livre à disposition. Je mentionne également un autre livre, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire, un livre d'Arthur Pouliquin, je crois, intitulé Georges Sorel et le mythe de la révolte, un livre qui a été publié récemment aux éditions du Cerf. Donc je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je le mentionne à votre attention au cas où ça vous intéresserait. Si certains parmi vous ont déjà lu ce livre, bien n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à nous dire si vous le conseillez aux autres. Et enfin, si vous voulez vous attaquer directement aux œuvres de Sorel lui-même, eh bien je ne peux que vous recommander ces deux grands livres principaux, donc les Réflexions sur la violence, qui vient d'être réédité par la Nouvelle Librairie également, dans la collection Crisis, un livre très important, mais
pas toujours facile d'accès, car le livre est extrêmement foisonnant. Sorel aborde énormément de sujets dans ce livre, et il fait référence aussi au contexte de l'époque qu'il est bon de connaître. Alors, j'espère donc vous avoir donné quelques clés d'accès à ce livre, avec cette vidéo aussi sur le pessimisme de Sorel, sa conception morale du socialisme, et ma première vidéo sur le mythe politique. Ces deux vidéos étaient basées en particulier sur ce livre, Les réflexions sur la violence. Et en plus de ce livre, je vous conseille également son livre Les illusions du progrès, qui est un livre vraiment très très important, de la même année d'ailleurs, 1908 je crois. Un livre qui est un peu comparable au livre de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, ou au livre de Paul Hazard sur la crise de la conscience européenne par exemple, en ceci que c'est un livre qui nous place vraiment dans le temps long et qui retrace une longue histoire à la fois intellectuelle et sociale de la France depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à son époque, donc jusqu'au tout début du XXe siècle. Et donc, je vous le rappelle, j'ai consacré une longue vidéo d'1h30 sur ce livre, sur mon espace privé, Les illusions du progrès, dans laquelle je reviens sur tous les thèmes qu'aborde Georges Sorel, donc à la fois la querelle des anciens et des modernes, l'influence du cartésianisme, la critique de Pascal, les écrits de Turgot sur le progrès et ceux de Condorcet sur le même sujet, le centralisme royal, l'ascension de la bourgeoisie économique, mais également les métamorphoses de cette idée du progrès au début du 19e siècle avec les écrits de Madame de Staël, de Proudhon, etc. Donc, beaucoup de thèmes ont été abordés dans cette longue vidéo qui vous servira d'introduction à la lecture de ce livre de Sorel qui n'est pas facile d'accès. Si cela vous intéresse donc de découvrir cette vidéo ainsi que les dizaines d'autres vidéos que j'ai réalisées sur mon espace privé, je vous mettrai un lien en description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.